Donald Trump a, semble-t-il, trouvé la solution aux guerres dans le monde. Tout racheter. En effet, depuis son retour à la Maison-Blanche, il veut appliquer cette recette miracle d'un type particulier. Il affirme vouloir s'approprier les lieux qui se trouvent au cœur des conflits. La dernière annonce de ce type a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, qui a indiqué que la solution à la question cruciale de la sécurisation des centrales énergétiques ukrainiennes, c'est qu'elles soient désormais américaines, tout simplement. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. Avant cela, on avait eu la prétention trumpienne, vous vous en souvenez, de faire de la bande de Gaza une propriété américaine, une Riviera, et donc, dans le même ordre d'idées, la convoitise états-unienne non dissimulée sur les terres rares ukrainiennes, dont la possession serait la contrepartie d'une protection accordée au pays de Volodymyr Zelensky. De quoi cette manière de faire la paix en devenant le maître de toute chose est-elle le nom? J'évoquerai ce sujet et d'autres avec Bertrand Badi, politiste spécialiste des relations internationales, professeur émérite aussi, vous le savez, à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, L'art de la paix. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabrice. Alors, quel est ce raisonnement de Donald Trump quand l'administration américaine nous explique que si les centrales électriques ukrainiennes devenaient américaines, tout finirait par se régler comme par miracle, comme par enchantement, celui des infrastructures énergétiques détruites par l'armée russe réglerait la guerre? Alors, en fait, il ne faut pas chercher une théorie globale, parce que l'homme, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un théoricien. C'est un homme des opportunités et des aubaines. L'aubaine, d'ailleurs, depuis un certain temps, reprend du poil de la bête dans le jeu international, où chacun cherche son avantage immédiat. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Alors, ça veut dire trois choses. Ça veut dire d'abord que Trump tente à assimiler paix, ordre et force. Curieux agencement, mais qui permet de comprendre bien des choses. C'est-à-dire l'idée d'abord qu'on peut obtenir la paix par la force, c'est-à-dire en obligeant, en forçant. Et ça, c'est quelque chose que l'histoire a montré sous un angle et sous un jour différent. On ne peut pas forcer la paix, comme on ne peut pas forcer la démocratie, comme on ne peut pas forcer la liberté. La paix, c'est une adhésion. Et une adhésion, c'est une adhésion libre. Alors autrefois, la guerre avait tendance à définir le cadre de la liberté. Le vainqueur imposait sa loi au vaincu, c'est vrai, et le vaincu essayait de négocier le mieux qu'il pouvait cette paix, mais le vaincu adhérait à cet ordre parce qu'il savait qu'ayant perdu la guerre, il n'avait plus voix au chapitre. Ça, c'est terminé. Les guerres aujourd'hui ne se gagnent ni ne se perdent. Et du coup, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'obtenir une libre adhésion dès lors que l'on n'est pas forcé par une défaite totale. Alors, Trump a inventé une autre formule qui consiste tout simplement à enforcing peace, c'est-à-dire à obliger à la paix. Et comment oblige-t-on à la paix? En opposant un ordre. Et comment garantissons-nous cet ordre? Eh bien, par la prédation. C'est-à-dire, moi, États-Unis, je serai votre protecteur. On sait les sens différents du mot protecteur. Là, c'est tous les sens en même temps qui sont mobilisés, c'est-à-dire cette espèce de chantage à la sécurité. Donnez-moi une partie de vous-même et j'assurerai votre protection. Ce qui est quand même très intéressant dans ce triangle de l'ordre, de la force et de la protection-prédation, c'est qu'il n'y a aucune idée de paix. Il n'y a aucune idée de paix.
C'est-à-dire ce qui me frappe tant dans le conflit russo-ukrainien que dans le conflit israélo-palestinien, que dans tous les autres conflits qui ensanglantent la planète en ce moment, c'est qu'on vous parle soit de guerre, soit de trêve, c'est-à-dire de non-guerre, mais jamais d'un projet de paix. C'est-à-dire la grande question dans le conflit russo-ukrainien, c'est comment Russes et Ukrainiens peuvent coexister en confiance et en respect mutuel. C'est pas la force, c'est pas la prédation, c'est pas en mettant la main sur les terres rares ou sur telle ou telle centrale que les États-Unis créeront la confiance entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un contresens manifeste dès le départ qui est servi, je dirais, par la loi de l'égoïsme et de la force nue. Mais regardons la chronique depuis 1945. Quand est-ce que la force a eu le dernier mot ? La force a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de destruction, beaucoup de malheurs, beaucoup de morts. Et ça, par exemple, à Gaza, on n'en parle même pas. Mais elle n'a jamais réussi, depuis 1945, à créer un ordre stable. Mais les laudateurs de Donald Trump vous répondront, par exemple, que lui impose tout de même une forme de négociation, là où l'administration Biden était dans une période statique de guerre dont on ne voyait pas le bout du tunnel. Alors, je ne répéterai pas qu'on n'impose rien, c'est-à-dire que dans la dialectique de la paix, on rend celle-ci possible. Si on l'impose, eh ben on tape à côté. Et puis, deuxièmement, quelle négociation ? Quelle négociation ? On nous explique que cette affaire, elle sera réglée entre Poutine et Trump. C'est pas une négociation. La négociation, c'est ce qui permet à celles et ceux qui sont concernés de dire leurs mots et de tenter d'emporter le maximum d'avantages à leur profit. Or, l'Ukraine n'est pas invitée à la table de négociation. De même que quelle négociation avec les Palestiniens. On a vu qu'on était au seuil de la deuxième phase, celle qui allait un peu au-delà de la simple trêve pour parler de démilitarisation de Gaza, de retrait des forces israéliennes et d'un processus qui devait amener à la troisième phase qui, elle, était véritablement la substantialisation de la paix. Au moment où on est arrivé à la fin de la première phase, Netanyahou a unilatéralement repris la guerre. Donc on n'est pas du tout dans une grammaire de la négociation. Je disais tout à l'heure qu'on n'est pas dans une grammaire de paix. J'ajoute qu'on n'est pas dans une grammaire de négociation. Et je répète qu'on est dans ce triptyque, la grammaire de la force, de l'ordre et de la protection-prédation. Alors, Trump, en tout cas, ne cache pas ses velléités en Ukraine. Donc, il veut que les États-Unis récupèrent des centrales électriques. Mais il exige également de Kiev que Kiev cède à des compagnies américaines l'exploitation des terres rares du pays. On a l'impression d'être revenu à la période coloniale et à des concessions accordées aux entreprises de la puissance dominante. Est-ce qu'il y a des précédents historiques à un tel chantage à la paix ? D'un certain point de vue, je dirais qu'on n'est jamais sorti de la période coloniale. On s'aperçoit avec le recul du temps que, bien sûr, il y a eu le temps des indépendances, et souvent d'ailleurs très chèrement acquises par ceux qui devaient en bénéficier, mais ce temps des indépendances a ouvert une nouvelle époque et une nouvelle séquence que l'on appelle postcoloniale ou néocoloniale, qui en fait a repensé et reconstruit la domination sous une forme nouvelle, c'est-à-dire en la rendant compatible avec des formes d'indépendance. C'est la colonisation hypocrite. On l'a bien vu, nous Français, à travers le prisme de la France-Afrique. La France-Afrique, c'était continuer la colonisation par d'autres moyens. Et ces moyens, notamment, sont des moyens économiques. Ce que fait Trump, c'est aussi ce que les États-Unis n'ont jamais cessé de faire.
les États-Unis ont très peu pratiqué le genre colonial stricto sensu. Ils sont même donné le beau rôle en dénonçant le colonialisme, mais ils n'ont jamais cessé une politique de prédation, dont la principale victime a d'abord été l'Amérique centrale, puis l'Amérique latine, et peu à peu, ceci s'est étendu au monde sous couvert d'une économie mondialisée et de la domination du néolibéralisme. Finalement, ce qui est peut-être nouveau et qui teinte bizarrement à nos oreilles avec l'épisode ukrainien, c'est que ça se passe au cœur du continent européen, et surtout que ça apparaisse comme une sorte de transaction destinée à mettre fin à la guerre. Ça, c'est effectivement un profil auquel on n'était pas habitué, les prédations se faisant de manière plus feutrée et sans être associées à des contreparties de cessation des hostilités, de cessation du conflit. Donc on est en quelque sorte sur la crête du cynisme dans cette affaire. Est-ce que c'est vraiment nouveau ? Je ne dirais pas. Maintenant, c'est vrai que n'oublions jamais que le slogan du Trumpisme, c'est « Make America Great Again », c'est-à-dire ce que l'on n'osait plus tellement faire hier, restaurons-le de manière à rendre sa grandeur à l'Amérique. Et à l'assumer. Voilà. Alors, avec Trump, on assiste aussi à une forme de bouleversement dans lequel le droit des affaires prend le dessus, en quelque sorte, sur le droit international. On ne possède pas un pays ou une partie d'un pays comme on possède une entreprise. Et Donald Trump semble avoir une conception assez particulière sur cette logique pourtant implacable. Oui, moi j'irais plus loin dans l'escalade de l'innovation, parce que ce qui me frappe avec le trumpisme, c'est cette espèce de guerre déclarée au droit. C'est-à-dire, depuis maintenant 2 mois que l'homme est à la Maison-Blanche, on voit systématiquement toutes les références au droit taillées en pièces. Alors, il y a une vieille tradition états-unienne qui remonte à la nuit des temps et qui n'a cessé d'être actualisée, qui considère que la souveraineté est la clé absolue. Alors quand on est hégémone et qu'on proclame la souveraineté, ça veut dire qu'on donne carte blanche à la puissance. Si l'hégémone utilise la carte de la souveraineté, c'est façon de dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais là, c'était là aussi feutré jusqu'à maintenant. Maintenant, que voit-on ? On voit une puissance qui se réaffirme, mais qui s'oriente, comme je le disais tout à l'heure, plus vers l'ordre que vers le droit. C'est-à-dire la vertu suprême dans le discours et la pratique trumpienne, c'est l'idée d'un ordre absolu, c'est-à-dire d'un ordre ruisselant. Mon ordre va vous dominer, mon ordre va vous obliger, mais en fait, vous qui serez dominé, vous allez en bénéficier, car rien n'est meilleur que l'ordre. C'est des choses que autrefois le fascisme avait emblématisées, en avait fait sa marque. C'est la raison pour laquelle tout ça est très dangereux. D'autant plus dangereux que cet effacement du droit au profit de l'ordre se retrouve à tous les niveaux. Aux États-Unis, en ce moment, on prend toute une série de décisions qui sont contraires au droit et qui a même fait récemment hurler le président de la Cour suprême, ce qui quand même, compte tenu de ce qu'est l'orientation de la Cour suprême, est assez surprenant. Mais effectivement, il y a un grand débat juridique à l'intérieur des États-Unis. Même chose du droit international. La Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Quelle est la réaction des États-Unis ? C'est de dire on va punir les juges. Moi, ça me fait penser aux mafias siciliennes, ce genre de choses. On va punir les juges. On connaît cette formule dans certains films ou certains romans, et là, certaines réalités siciliennes, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Je ne veux pas cristalliser sur ce beau pays de la Sicile. Et puis,
le droit international, tout d'un coup, n'existe plus, a totalement disparu. Le droit à l'autodétermination, le droit à l'intégrité territoriale, ça disparaît. La résolution du Conseil de sécurité du 24 février 2025, qui est une résolution russo-américaine, a expurgé le texte de toute référence au droit international, à l'intégrité territoriale et au droit du peuple ukrainien de s'autodéterminer. Donc c'est une négation totale du droit. Et du coup, nous entrons dans une logique qui tente à reconstruire la scène internationale sur cette articulation ordre, puissance, arbitraire. Et effectivement, si on ne sait pas réagir à ce genre de formule, on va vers des dangers énormes. Alors pourquoi ne sait-on pas réagir? Parce que l'idée assez maligne de Trump, c'est de dire il y a toujours un moyen de s'entendre avec chacune ou chacun d'entre vous sur le dos du droit et des autres. C'est comme ça qu'il a construit sa connivence avec Poutine. Ça, c'est assez facile, parce que le droit, Poutine, il s'en fiche autant que Trump. Donc, c'est normal qu'il se soit retrouvé. Mais on va voir proliférer les négociations bilatérales où on essaiera de distraire, par exemple, tel ou tel pays de l'Union européenne pour réaliser une transaction méta-juridique et méta-démocratique sur le dos des autres. Madame Meloni, Monsieur Orban sont bien placés dans ces sollicitations. Et d'ailleurs, déjà, on entend le murmure de Madame Meloni qui dit comme je suis aimable avec Trump, peut-être que l'Italie sera épargnée par les sanctions. Et on voit se dessiner quand même quelque chose qui est hautement inquiétant. Alors, j'aimerais, Bertrand, qu'on évoque un peu plus le sort de Gaza, où le martyre des civils, hommes et femmes, enfants, a repris de plus belle. Et en quelques jours, la nouvelle campagne de bombardement israélien a fait plus d'1 millier de morts en plein Ramadan, rappelons-le. Et à Tel Aviv, on se glorifie plus que jamais du soutien appuyé de Washington. On regarde. L'alliance solide entre Israël et les États-Unis est plus forte que jamais. À ce titre, je peux confirmer que la reprise des combats intenses à Gaza a été entièrement coordonnée avec Washington. Cette rupture de la trêve, conclue le 19 janvier, ne fait que commencer, prévient Benjamin Netanyahou. À partir de maintenant, Israël agira contre le Hamas avec une intensité croissante. Et à partir de maintenant, les négociations n'auront lieu que sous le feu. Bertrand, on a un accord de cessez-le-feu qui a été âprement négocié, que des dirigeants politiques comme Donald Trump et Benjamin Netanyahou surtout décident de ne pas le respecter. Ça montre la solidité de leur parole, de la parole politique et de la confiance qu'on peut donner à ces dirigeants. Tout à fait, on est dans le prolongement de ce qu'on disait à propos de l'Ukraine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet accord, dont tu te souviens qu'il a été passé la veille de l'investiture de Trump, on était le 19 janvier, prévoyait 3 étapes. C'est toujours très dangereux, les accords à étapes, parce que à chaque fois que s'achève une étape, la tentation est grande pour le plus rusé et pour le plus violent d'interrompre le processus de paix ou en tous les cas le processus de cessez-le-feu. Et effectivement, la première étape, c'était la trêve et ces échanges entre otages israéliens et prisonniers qui ressemblent souvent à des otages d'ailleurs palestiniens. Ça posait pas de problème. C'était le genre d'étape capable de satisfaire des deux côtés, des deux bords. Récupérer les otages, récupérer les prisonniers, cesser le feu. La deuxième étape, qui devait commencer le 2 mars,
était une étape déjà beaucoup plus engageante vers le chemin de la paix, puisque c'était une étape qui prévoyait la démilitarisation de Gaza, le retrait total des troupes israéliennes et l'engagement d'un processus qui devait conduire à une solution politique qui serait incarnée par la troisième étape. Or, on n'a pas été assez attentif aux discours multiples de Netanyahou, qui là au moins ne cachait rien, et qui disait « mais de toute façon, on va reprendre la guerre ». Et effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'une fois que la première étape avait fait son œuvre, qu'un certain nombre d'otages avaient été libérés, eh bien, on n'a pas jamais sérieusement entamé cette étape plus politique qui donnait un début de substance à l'idée de paix. Et du coup, on a assisté à une reprise extraordinairement brutale des violences passées, ce qui montre que l'adhésion à cet accord du 19 janvier était hypocrite, qu'on se disait il est important de distinguer entre trois étapes de manière à profiter au maximum de la première et de ne pas nous lier en nous engageant dans la seconde. C'est exactement comme Oslo. Oslo, c'est la même chose, prévoyez des étapes. Et lorsqu'il s'est agi de passer de cet ordre provisoire à un ordre qui devait institutionnaliser l'autorité palestinienne et peu à peu amener jusqu'à la reconnaissance d'un État palestinien, eh bien, il y a eu la fameuse rupture de Camp David. Ce qui prouve que lorsqu'on négocie la paix, il ne faut jamais définir des étapes, mais ce qui prouve surtout, et c'est ça qui est le plus inquiétant et en même temps le plus tragique, c'est que côté israélien, on raisonne en termes de trêve, jamais en termes de paix. On raisonne en termes de disposition immédiate, jamais en termes de solution de fond. Il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que le cessez-le-feu, ça fait partie du lexique martial, du lexique de guerre. La paix, c'est autre chose. La paix, elle n'est possible que si on admet des solutions de coexistence. Or, tous les gouvernements israéliens ont récusé cette idée de solution de coexistence à partir d'un négationnisme total de l'existence même du peuple palestinien. Puisque le peuple palestinien n'existe pas, on ne va pas se fatiguer à envisager une coexistence entre l'État d'Israël et ce qui pourrait être un État palestinien. Mais il faut quand même dire, nous sommes dans un monde global. Et tout ça a été possible, tu l'as dit, parce que Trump s'est lui-même précipité pour parler d'ouvrir les portes de l'enfer. Donc c'était pour le moins une invitation à la reprise de bombardement. Et surtout, on a vu qu'aucun des autres États qui sont dotés de puissance sur la planète, que ce soit les États occidentaux, que ce soit la Russie de Poutine, n'ont exprimé la moindre objection à la reprise de ces combats et de ces bombardements. Alors évidemment, c'est la formule bien connue, les chancelleries se disent préoccupées, elles se disent gênées, peinées, je ne sais quoi. C'est des mots. Qu'est-ce que les mots MOTS peuvent avoir pour effet sur un Netanyahou ? Puisqu'on nous explique tout en disant ces choses, comme on prononce des condoléances automatiques, comment cela peut impressionner Netanyahou, puisqu'il sait que de toute façon, Israël ne sera pas sanctionné. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il n'est pas question de sanctionner Israël. Ben, ça s'appelle un blanc-seing. Hein, c'est-à-dire, c'est un permis de tuer. Et encore une fois, je l'ai dit souvent à ce micro, mais on ne le dira jamais assez souvent. Nous sommes dans un système international où une vie ne vaut pas une autre vie. Et j'ai été frappé. Tu as parlé d'1 millier de morts depuis la reprise des bombardements. On ne sait pas, on ne saura probablement jamais le chiffre exact. Mais dans les journaux télévisés, on n'en parle même pas. Hein, on va parler des coups de téléphone entre Poutine et Trump, de la reprise des matchs de hockey entre la Russie et les États-Unis.
ces enfants palestiniens, gazaouis qui sont morts sous ces bombardements. Non. Il y a des choses plus sérieuses. Il y a l'Eurovision, il y a la Ligue de football. Si on est humain, on ne peut pas supporter ça. Alors, Bertrand, dès lors que Donald Trump a tout de même déjà ouvertement évoqué son projet d'appropriation américaine de Gaza, et on le sait, le projet de nettoyage ethnique qui apparemment n'est pas au bout des surprises qu'il nous réserve. On parlait de la Jordanie et de l'Égypte, on a entendu parler du Soudan, du Somaliland, de la Somalie, des pays en guerre. Est-ce que ce qui se passe en ce moment ne s'éclaire pas de manière assez insupportable? Tu viens de l'exprimer tout à fait. On ne sait plus s'il s'agit d'une guerre de sécurité ou de business, de profit pour Donald Trump, puisque le côté humain n'existe plus. Déplacer des populations entières pour une autre région, un autre pays également en guerre ne lui pose pas de problème. Alors d'abord, il faut savoir que la sécurité, c'est un alibi dès qu'il s'agit de guerre. Je comprends très bien que l'on s'efforce de construire des régimes de sécurité. Je constate d'ailleurs qu'il y en a très peu qui voient le jour, et en tous les cas, depuis la conférence d'Helsinki, qui remonte quand même à 50 ans. Mais quand on est en guerre, dire qu'on fait la guerre pour assurer sa sécurité, c'est le langage qui est absolument commun à M. Poutine et à M. Netanyahou, mais qu'on retrouve aussi dans la bouche d'un Kagame qui considère que c'est de sa sécurité et la sécurité du Rwanda que d'aller faire la guerre en Ituri ou au Kivu du Nord ou au Kivu du Sud. C'est exactement la même hypocrisie. C'est-à-dire considérer que c'est en tuant, en supprimant, en neutralisant l'autre que l'on peut construire sa sécurité. Alors, ça renvoie à une mémoire. Effectivement, autrefois, les guerres de sécurité, ça pouvait faire sens, c'est-à-dire deux États de puissance identique s'affrontaient parce que l'un des deux considérait que l'autre le menaçait. Ça avait une certaine logique parce qu'on était dans un contexte de compétition internationale. Je suis en compétition avec toi, donc je dois faire en sorte que tu ne me menaces pas. Mais ces guerres-là, c'est fini aujourd'hui. Si on prend le conflit russo-ukrainien, c'est une guerre d'invasion de beaucoup plus petit que soi. Qui peut penser que l'Ukraine menace la sécurité de la Russie, hein? Il n'y a que les trolls putiniens qui vont me faire ce genre de commentaires suite à notre débat. Ils te parleront de l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Oui, mais enfin, l'OTAN, elle n'est présente ni en Ukraine, ni directement dans le conflit ukrainien. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Hein, donc, en quoi l'Ukraine de M. Zelensky, à la veille du 24 février 2022, menaçait la Russie. Enfin, pardon de rire, mais c'est tellement absurde qu'il faut en avoir quand même conscience. Quand maintenant, on n'est même plus dans des conflits interétatiques, mais des conflits entre un État, puissance, et des peuples sans État auxquels on refuse le droit d'avoir un État, ce qui est typique des guerres de décolonisation et ce qui est typique du conflit israélo-palestinien. Plus on tue, plus on réprime, plus on alimente non pas sa propre sécurité, mais sa propre insécurité. Le FLN a gagné dans la guerre d'Algérie tout en étant pourchassé et militairement vaincu pendant la bataille d'Alger de 1957. Parce que plus on éradiquait, comme on disait hier et comme on le dit aujourd'hui, le FLN ou aujourd'hui le Hamas, plus on lui donne une assise populaire. Parce qu'il reçoit pour socle la pire des armes, qui est la colère, qui devient sans limite de violence lorsqu'elle se transforme en rage. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer à Gaza. Mais tout à fait, mais tout à fait. Donc, l'idée de sécurité,
c'est un alibi et c'est même une négation. C'est typique du faux alibi. Alors, un autre mélange de genre entre guerre et économie, c'est ce à quoi l'on assiste en Europe et en particulier en France avec l'annonce d'une logique d'économie de guerre par Emmanuel Macron. Mais on a surtout l'impression qu'il s'agit plus de forcer le vieil agenda néolibéral sur la réforme des retraites et les dépenses publiques qu'autre chose. C'est un peu la poudre aux yeux, c'est devenu la poudre aux yeux aujourd'hui de parler d'économie de guerre tout en glissant de manière subtile des intérêts et un planning, un agenda financier. Oui, alors on peut dire plein de choses. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette économie de guerre qui a été officiellement proclamée. Moi, j'en retiendrai d'abord le fétichisme du court terme, c'est-à-dire cette façon de définir les dépenses en fonction d'un besoin présenté comme immédiat. Pas réel, mais immédiat. Ce n'est pas la même chose. La capacité de défense de l'Europe, elle se pose non pas tant aujourd'hui en 2025 que depuis 1989, la chute du mur qui mécaniquement conduisait à une distanciation par rapport aux États-Unis et avait tendance à refermer le parapluie américain. Et d'ailleurs, avant Trump, Barack Obama, qui ne lui ressemble pourtant pas du tout, puis ensuite Joe Biden, n'ont cessé de dire qu'il faut revoir tout cela. Et l'équation était modifiée. On a fait comme si rien ne se passait. Si on avait pensé à reconstruire une économie de défense dans ce contexte nouveau qui est celui de la post-bipolarité, ça aurait été infiniment moins coûteux et plus efficace parce que davantage est allé dans le temps. Mais à l'époque, il n'y avait pas de menace immédiate. Yeltsin restait tranquille dans son coin, disaient la plupart des observateurs. Et donc, comme il n'y avait pas urgence, on n'en parlait pas. De même, aujourd'hui, qu'est-ce qui te menace le plus? Qu'est-ce qui nous menace le plus? Infiniment plus que les chars russes. C'est le dérèglement climatique, c'est le risque sanitaire, les épidémies, c'est le risque alimentaire, la faim dans le monde qui, hélas, repart en termes quantitatifs, mais comme c'est du long terme, ou en tous les cas que ça ne se cristallise pas dans des événements suffisamment spectaculaires, même si quelquefois des accidents climatiques éveillent les attentions, eh bien, on n'en tient pas compte. On est en pleine irrationalité. On est en pleine irrationalité puisque finalement, on vous explique que les dépenses ne doivent pas répondre à des besoins, mais doivent répondre à des scènes de l'immédiateté, à des choses que l'on peut immédiatement percevoir, ce qui est un non-sens absolu. Alors après, il y a le deuxième élément que tu dis et qui est tout à fait vrai, c'est que au nom de ce péril que d'ailleurs on caricature. Moi, j'ai toujours considéré que Poutine était un péril pour le monde, mais je n'ai jamais pensé que les chars russes entreraient dans Paris à l'occasion d'une confrontation internationale. Donc, tout ça se fait dans une hypocrisie incroyable, puisque personne ne vous explique à quel scénario réel cet effort de défense devrait faire face. Qu'est-ce que ça veut dire, augmenter le budget de la défense? Passer de 2 à 3, voire 5%. Ça dépend de la manière dont on envisage la concrétisation de la menace. Et personne ne nous en parle. Est-ce qu'il faut augmenter la défense pour envoyer des troupes sur le sol ukrainien? Est-ce qu'il faut augmenter la défense pour consolider nos frontières, ou pour consolider les frontières de l'Union européenne, ou tout simplement pour se protéger de ce que l'on appelle les formes diverses de guerre hybride, des cyberattaques ou des attaques contre nos approvisionnements énergétiques? Chacun de ces scénarios correspond à un type de dépense pour la défense différent.
Mais comme on ne nous le dit pas, comment peut-on apprécier la pertinence de la chose? Et enfin, troisième élément, tu l'as dit, c'est l'économie de guerre alibi, c'est-à-dire qui permet de fermer définitivement tous ces dossiers dont on voit bien qu'ils continuent à encombrer le jeu politique intérieur, qu'il s'agisse des retraites ou qu'il s'agisse, et là, il y a lieu d'être extrêmement inquiet, de notre système de santé qui est en train de s'effondrer. Hein. Tous les jours, on en apprend de nouveau et de plus d'avance, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mauvaise santé aujourd'hui en France a beaucoup plus de soucis à se faire que si c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, ça aussi, plus effectivement les crédits qui sont réduits en faveur des universités, en faveur de la culture, en faveur de l'aide au développement, parce que ça aussi, c'est absolument extraordinaire. On ne vous parle pas des réductions des crédits destinés à aider au développement, tout en vous expliquant que les pays en développement sont confrontés à des situations qui sont des gisements de danger pour nous. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Et en parallèle, ceux qui profitent vraiment de ce chaos mondialisé, c'est le grand capital, j'ai envie de dire, parce que les inégalités de richesse ne font que s'accroître depuis des décennies, mais encore plus, de manière plus marquée depuis quelques années. Est-ce que la finance et le capital, le grand capital, ne profitent pas finalement de tout ce chaos, à la fois de la guerre en tant que telle, mais aussi se fichent pas mal, j'ai envie de dire, des enjeux climatiques dont tu parlais? Oui, moi je pense que c'est indéniable et je pense surtout qu'il est beaucoup question en ce moment de relancer l'industrie d'armement et on voit très bien à qui ça va profiter. Donc nous sommes d'accord sur ce point. Mais je pense qu'en réalité, la perfidie politique a toujours le dessus. C'est-à-dire il y a une crise profonde de la gouvernance des démocraties. C'est-à-dire les démocraties ne savent plus conjuguer leur action à l'intérêt général. C'est-à-dire, l'intérêt général, ça se construit sur le long terme, sur le moyen et le long terme. Là, on a une gouvernance qui est entièrement consacrée à la prochaine victoire électorale. Et c'est ça, probablement, qui est en train de tuer les démocraties, parce que ça crée une surenchère populiste. Si ton seul désir, c'est de gagner les prochaines élections, eh bien, la solution la plus pratique, c'est de jouer de la surenchère populiste à la manière de ces partis d'extrême droite qui gagnent partout. Donc, c'est ça aussi que je vois monter comme crise de la démocratie. Et je ne vois pas grand-chose pour les pallier. Et ce sera le mot de la fin. Bertrand, merci. Mot de la fin, malheureusement, pas très réjouissant, mais on espère quand même de meilleurs lendemains dans ce conflit mondial, dans ces conflits mondiaux. Merci Bertrand, merci à vous de nous avoir regardés. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur le média. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas et à nous soutenir de manière pérenne via un abonnement de soutien ou à un don mensualisé. Vous pouvez aussi devenir sociétaire de notre coopérative. Pour tout ça, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information et restez connectés aux médias.